Bien, nous enchaînons avec le troisième groupe, qui est à nouveau un groupe du lycée Alexandre Dumas de Alger. Le responsable de l'atelier, toujours Siem Kasdali, et le chercheur Hassan Boualem. Le sujet qui va nous être proposé maintenant, ça reste toujours culinaire, c'est manger plus de pâtisserie. Nous vous écoutons, c'est à vous. Bonjour à tous, nous sommes une équipe d'élèves en première générale, spécialité mathématiques, au lycée international Alexandre Dumas d'Alger, qui accueille pour la première fois un atelier matangine. Nous allons vous présenter le sujet intitulé « Manger des pâtisseries ». Nous disposons de n boîtes fermées, dont chacune contient un certain nombre de pâtisseries. On suppose que tous ces nombres sont différents et non connus. Il nous est alors proposé de jouer au jeu suivant. Ouvrir une boîte, puis une seconde, puis une troisième, etc. À chaque instant, nous avons le droit de choisir entre deux options. Soit nous prenons les pâtisseries de la boîte que nous venons de choisir et le jeu s'arrête, soit nous les refusons et nous continuons à ouvrir la boîte suivante. Nous n'avons le droit de prendre que le contenu de la dernière boîte ouverte. La problématique posée est donc, quelle est la meilleure façon de jouer, c'est-à-dire celle qui nous permet de trouver la boîte qui contient le plus grand nombre de pâtisseries. Afin de répondre à cette problématique, nous avons d'abord déterminé puis testé une stratégie. Il s'agit de calculer le nombre moyen de pâtisseries dans les boîtes restantes après chaque ouverture de boîte, afin de pouvoir comparer le nombre de pâtisseries contenues dans la dernière boîte ouverte à cette moyenne. Le calcul à réaliser est donc nombre total de pâtisseries moins le nombre de pâtisseries des boîtes ouvertes sur le nombre de boîtes restantes. Ainsi, on arrête de jouer si le nombre de pâtisseries de la boîte ouverte est supérieur au résultat et on continue s'il lui est inférieur. Nous avons dû abandonner cette stratégie parce qu'elle implique une donnée qui n'est pas fournie par l'énoncé, étant celle du nombre total de pâtisseries. De plus, un test sur Python a révélé cette stratégie inefficace. Par la suite, nous avons mené une investigation qui consiste en la détermination et le test de plusieurs stratégies, c'est-à-dire manières de jouer. Ces stratégies suivent des critères d'arrêt qui sont basés sur le repérage d'augmentation ou de diminution de valeur d'une boîte à l'autre. Arrêt sur une première augmentation, sur une deuxième augmentation, sur une troisième augmentation, sur un nouveau maximum, sur un deuxième changement de maximum, à la deuxième augmentation consécutive, sur la première augmentation suivant une baisse, et à partir de la troisième boîte 6 changements, ou deuxième changement de maximum. Nous avons ensuite testé ces stratégies pour un nombre de boîtes égal à 4. Notons ces 4 boîtes A, B, C et D, classées dans l'ordre croissant de leur contenance en pâtisserie. La boîte D est celle qui contient le plus de pâtisseries. Les boîtes sont par la suite mélangées. Nous avons calculé le nombre de façons de choisir ces boîtes l'une après l'autre, c'est-à-dire les différentes manières de mélanger ces boîtes. Il y a factoriel 4 manières de les mélanger, ce qui fait 20. Pour chaque combinaison, le jeu est gagné si le joueur choisit de s'arrêter sur la boîte D. Nous avons calculé les probabilités de gagner associées aux stratégies citées précédemment. Par exemple, pour la première stratégie, s'arrêter sur la première augmentation, après l'avoir testée sur toutes les combinaisons possibles de boîtes, nous avons entouré la dernière boîte ouverte. Nous indiquons à côté de chaque combinaison de boîtes si la stratégie permet, oui ou non, de gagner au jeu. Cette stratégie permet de gagner le jeu dans 10 issues sur 24. Ainsi, la probabilité de gagner en jouant de cette manière, c'est-à-dire en suivant la stratégie 1, est de 10 sur 24. Nous avons fait de même pour la stratégie s'arrêter sur un changement de maximum. Cette stratégie permet de gagner le jeu dans 11 issues sur 24. La probabilité de gagner en la suivant est de 11 sur 24. De la même manière, on calcule les probabilités de gagner en suivant chacune des stratégies citées précédemment. Les deux meilleures stratégies trouvées lors de nos essais sont l'arrêt sur la première augmentation, dont la probabilité est de 10 sur 24, et l'arrêt sur un nouveau maximum, dont la probabilité est de 11 sur 24. Nous nous sommes alors fixés des objectifs afin de finaliser notre recherche. Tester ces stratégies à l'aide d'un algorithme, modéliser mathématiquement la première stratégie. Nous avons vérifié ces résultats à l'aide d'un algorithme Python, plus exactement d'un algorithme de dénombrement. On détermine grâce à ce même algorithme la probabilité théorique que notre stratégie numéro 1 aboutisse à un résultat positif avec un nombre de boîtes donné. On commence par demander le nombre de boîtes à prendre en compte, ainsi que le nombre d'augmentations au bout desquelles on sélectionne la boîte. On affiche ensuite les différentes permutations possibles. À chaque permutation, l'algorithme vérifie si la stratégie fonctionne. À la fin, il affiche le nombre de cas favorables, ici 10,
le nombre d'issues au total, 24, et enfin, la probabilité de réussite qui est dans notre cas d'environ 0,42. Nous vous présentons à présent l'approche théorique de la stratégie 1. Les valeurs UI sont croissantes. U1 inférieur à U2, inférieur à U3, etc. Les boîtes sont mélangées puis numérotées. Les valeurs UI ne seront alors plus rangées dans l'ordre croissant. Supposons que UN soit dans la 4e boîte. Si on suit la stratégie 1, combien de permutations nous font gagner? Il suffit de compter de combien de manières on peut avoir aucune augmentation de la première à la K-1e boîte. C'est-à-dire K-1 valeur choisie parmi les N-1 valeurs dans toutes les boîtes, sauf celles contenant UN. Sachant que ces K-1 valeurs sont disposées par ordre décroissant. Cela revient à trouver le nombre de parties à K-1 éléments dans un ensemble à N-1 éléments, avec la formule qui suit. Et pour chacune de ces possibilités, il y a encore factoriel de N-K manières de disposer les valeurs restantes qui peuvent être échangées entre elles dans la liste. C'est-à-dire qu'on a le calcul suivant. Et pour chacune des possibilités, il y a factoriel de N-K manières de disposer les valeurs restantes. On obtient K-1 parmi N-1 fois factoriel de N-K. Cette formule donnant le nombre de listes gagnantes avec UN en K-ième position. Nous avons dans ce tableau, pour chaque position de UN, le nombre de listes gagnantes associées. Cette formule donne le nombre de listes gagnantes pour la stratégie liée à la première augmentation. La somme de I-1 parmi N-1 multipliée par factoriel de N-I pour I allant de 2 à N. Par exemple, pour 5 boîtes, le nombre de gains sur la première augmentation se calcule avec la somme de I-1 parmi 4, facteur de factoriel 5 moins I, avec I allant de 2 à 5, ce qui nous donne 41. Sur un total de 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, qui est égal à 120 permutations, la probabilité est de 41 sur 120. On peut vérifier ce résultat à l'aide du programme de dénombrement présenté plus tôt. Vous pouvez voir l'exécution sur la diapositive. On passe maintenant à la suite de la méthodologie de vérification des résultats, avec cette fois-ci un algorithme de simulation. Il permet de tester notre stratégie en simulant plusieurs essais. Le pourcentage de réussite trouvé permet de confronter le résultat avec la probabilité théorique. Voici le résultat d'un test du programme de simulation. Il s'agit de 10 000 essais du jeu d'ouverture simulés avec 4 boîtes, avec interruption des ouvertures de boîtes à la première augmentation. La stratégie est d'interrompre le processus d'ouverture des boîtes dès que la valeur du contenu a augmenté par rapport au contenu de la boîte précédemment ouverte. Le score est de 4203. La fréquence des succès est de 4203 sur 10 000, ce qui donne 0,4203. Et la probabilité fournie par le modèle vaut 10 sur 24, qui vaut environ 0,417, qui est donc centre d'un intervalle de fluctuation d'échantillonnage des fréquences de demi-amplitude 0,01. Donc, l'expérience confirme le résultat théorique probabiliste. Nous avons également réalisé un algorithme de dénombrement pour la stratégie numéro 2, qui semble être meilleur lorsque n égale 4. C'est dans cette perspective que nous avons commencé à observer les résultats donnés par l'algorithme de dénombrement pour n égale 5, n égale 6 et n égale 7. Pour n égale 5, la stratégie numéro 1 donne une probabilité de gagner de 41 sur 120 et la stratégie numéro 2 donne une probabilité de 50 sur 120. Pour n égale 6, la stratégie numéro 1 donne une probabilité de gagner de 206 sur 120 et la stratégie numéro 2 donne une probabilité de 274 sur 120. Et pour n égale 7, la stratégie numéro 1 donne une probabilité de gagner de 1237 sur 5040 et la stratégie numéro 2 donne une probabilité de 1764 sur 5040. Nous conjecturons alors que la stratégie 2, s'arrêter au premier changement de maximum, est plus efficace que la stratégie 1, s'arrêter sur une première augmentation pour tout n. Nous aurions pu traiter cette stratégie mathématiquement avec le combinatoire et les coefficients binomiaux. Rappelons que la problématique du sujet est quelle est la meilleure façon de jouer, c'est-à-dire celle qui permet de s'arrêter sur le plus grand nombre de pâtisseries. Nous avons pu apporter des réponses à cette problématique en employant une méthode probabiliste pour chacune des stratégies, la stratégie de l'arrêt sur une première augmentation et la stratégie de l'arrêt sur un nouveau maximum. Mais en employant aussi une méthode algorithmique pour chacun des algorithmes, de dénombrement et de simulation pour la stratégie numéro 1, et enfin une généralisation à travers l'approche théorique de la stratégie 1. Ainsi, l'expérience
technologie nous a permis, dans un premier temps, la découverte d'aspects mathématiques que nous ne connaissions pas auparavant, comme les factoriels et le combinatoire et le dénombrement, ainsi que l'exploitation d'un langage de programmation qui est Python, et enfin l'exploitation d'aspects mathématiques vus précédemment en classe de seconde, comme l'échantillonnage et les fluctuations, ainsi que les probabilités. Merci pour votre écoute. Mais encore une fois, c'est nous qui vous remercions, qui vous félicitons pour la qualité de vos travaux. Effectivement, mathématiquement, c'était très très intéressant parce que, comme vous l'avez décrit à la fin, vous avez exploré diverses pistes, à la fois approche probabiliste, approche de combinatoire et dénombrement, et les simulations ont permis de confronter tout cela. Donc c'est vraiment une belle démarche de recherche que vous avez entreprise. Et comme vous l'avez dit, il y a encore des choses à creuser, notamment dans on va dire, la confrontation des modèles pour vérifier que la conjecture du meilleur modèle se vérifie ou pas. Donc, effectivement, on a toujours besoin de plus de temps pour aller au fond des choses. En tout cas, beaucoup de monde sur le direct YouTube vous félicite. Je n'ai aucune question, à vrai dire, à vous poser, parce que j'ai l'impression que tout était très clair. Je vais attendre un tout petit peu quand même, voir s'il y a des questions qui se posent. Ah, si, il y a une question, ça y est. On me demande si est-ce qu'on est bien d'accord qu'il n'y a pas de solution pour réussir, alors attendez, pour réussir à tomber à chaque fois sur la boîte la plus pleine. C'est comme ça que je comprends la question. Qu'est-ce que vous en dites? Je réponds. Euh, Vas-y, quelqu'un répond. non, c'est techniquement impossible parce que c'était justement l'une des premières questions qu'on s'était posées. Et par exemple, le fait qu'on déploie une stratégie, ça demande qu'on soit déjà engagé en fait dans le fait qu'on ouvre les boîtes. Et supposant par exemple que la boîte la plus pleine soit la première boîte, on n'a absolument aucune information qui nous permet de déduire ça. Et du coup, automatiquement, non, c'est impossible de trouver une stratégie qui nous permet de gagner systématiquement. Voilà. Une très bonne réponse. Il y a une autre question qui est posée. Est-ce qu'on pourrait penser à d'autres stratégies avec plus de boîtes? Je ne sais pas si quelqu'un va se dévouer pour répondre. Des stratégies avec plus de boîtes? Enfin, j'ai pas compris la question. Peu importe telle qu'elle est posée. Je sais pas si J'imagine que ça doit être par rapport à nos exemples, parce qu'on a choisi des exemples avec un nombre de boîtes assez réduit. En Mhm. fait, nos stratégies elles peuvent s'appliquer sur un grand nombre de boîtes et généralement, plus le nombre de boîtes est grand, plus les chances de réussite baissent. Et le problème Mhm. aussi qu'on a rencontré, c'est aussi dans la réalisation des algorithmes, parce qu'au final, plus il y a de boîtes, plus le nombre d'essais à réaliser, enfin, par exemple, dans les algorithmes de dénombrement, plus le nombre de branches de l'arbre de probabilité à parcourir est grand, plus le calcul est long, et automatiquement, quand on passait par exemple à un nombre de boîtes supérieur à 8, 9 ou 10, ça commence à devenir assez long de faire tout le calcul. Du coup, on s'est limité à des exemples clairs et assez courts. Ok. D'autres questions sont posées entre-temps. Vous avez comparé les stratégies en évaluant la probabilité d'avoir le nombre maximal de pâtisseries. Est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant aussi, enfin, est-ce qu'il serait pas intéressant, pardon, également, d'évaluer l'espérance du nombre de pâtisseries obtenues, c'est-à-dire le nombre moyen de pâtisseries que vous obtenez? Est-ce que vous êtes intéressé à ça? En fait, c'était notre première stratégie. Enfin, dans un premier temps, on avait pensé à faire une sorte de moyenne à laquelle on allait comparer à chaque ouverture de boîte le nombre, voir s'il était inférieur, on passe, et s'il est supérieur, on s'arrête parce que ça peut être éventuellement le maximum. Sauf qu'on a réalisé enfin, on avait testé ça sur Python et euh, enfin, l'expérience c'était un échec, quoi. Donc D'accord. on a commencé à réfléchir on a mis de côté stratégie, quoi. Et aussi pour pousser un peu plus loin, comme on l'avait dit, ça impliquait de rajouter des données qui n'étaient pas présentes dans l'énoncé, comme en fait, imposer un nombre de gâteaux, par exemple par boîte, pour calculer le nombre moyen de gâteaux espérés. Et aussi, on était parti dans une direction totalement différente parce que avec nos professeurs, on avait justement pensé à mettre des ordres de grandeur et pas des valeurs, justement. Et du coup, les seules informations enfin, qu'on établissait pour établir une stratégie,
C'était soit telle boîte contient plus de gâteaux, mais sans poser de valeur fixe. Ok. Et une dernière question, en tout cas c'est la dernière qui est posée pour l'instant. Alors la question c'est enfin, comment dire, comment faire si on ne s'intéressait pas simplement à la dernière boîte ouverte, mais aux 10 dernières boîtes ouvertes, par exemple? Et il me semble, enfin, et par rapport, c'est-à-dire que par rapport aux boîtes ouvertes, on choisit la plus importante, c'est un peu les stratégies qu'on avait mises en place avec là où on voit la première présentation, où enfin, il me semble où j'ai pas bien compris la question. En fait la question c'est si au lieu de garder la dernière boîte, on garde les 10 dernières boîtes. Bon, c'est sûr qu'on mange le plus de pâtisseries, Ça c'est une mais bonne chose. après, je ne sais pas si ça colle au sujet, étant donné que les règles sont justement de s'arrêter à la dernière boîte. Et moi, enfin, c'est par rapport à ça qu'on n'a pas. Vous C'est êtes resté surtout dans le sujet. dans le sujet. Ok. Mais c'était une idée en mode. Voilà, non mais comme tu dis, c'est une bonne idée pour avoir plus de pâtisseries, ce qui est une très bonne chose. Euh, Ah, alors, une autre question a été revenue entre-temps. Euh, on nous parle du 4201 sur 10 000 que vous avez obtenu à un moment. Je ne sais pas si vous pouvez revenir sur la diapo. Et on vous dit que vous avez fait un calcul d'erreur. Alors, c'est pas ici, c'est quand il y avait un divisé par 10 000. Ou peut-être Là. c'est peut-être. Alors ça, c'était une simulation. Oui, c'est ça. Oui, je pense que je crois que je comprends la question. Alors, la question, je vais la pose telle quelle et après, je vais peut-être la préciser un petit peu plus. Donc, vous avez obtenu 4203 donc, sur 10 000. Vous avez fait un calcul d'erreur qui devait utiliser une formule. C'est ce que vous avez dit. Vous avez parlé d'intervalle de fluctuation. Est-ce que vous pouvez juste nous en parler très rapidement? Vous avez évoqué le fait que vous l'avez vu en seconde. Donc, évoquons ensemble ce que c'est. Euh, pour l'intervalle de fluctuation, c'était en fait, c'est exactement ce qu'on a étudié en seconde. C'est justement sur un seuil de 95%. Et si je me rappelle bien, la formule, c'est la probabilité. Enfin, le seuil minimal, c'est la probabilité obtenue, la probabilité théorique obtenue moins 1 sur la racine du nombre d'essais. Et Mhm. la valeur maximale, c'est la même chose, sauf que cette fois, on ajoute le 1 plus racine sur le nombre d'essais. Bon, les petites questions bonus, mais qui est facile. Parce qu'on me dit par ailleurs que je suis méchant avec mes questions de cours, donc je vais en poser une un peu plus facile. Qu'est-ce qu'on peut dire si le nombre d'essais augmente? Qu'est-ce qu'on peut dire dans notre intervalle de fluctuation? Enfin, plus le nombre d'essais augmente, en fait, plus notre intervalle de fluctuation, en fait, plus il va être, euh, euh, enfin, oui, voilà, il va diminuer et on va avoir des calculs de plus en plus précis. Et c'est le principe de la loi des grands nombres. Parfait, tu réponds à la question que j'avais posée après. C'est très bien. Super. Ben écoutez, je n'ai plus de questions. Il est 16 heures. Nous arrivons au terme de cet exposé. Ben écoutez, au nom de l'association et de tout le public, je vous remercie à nouveau. Je vous félicite pour la qualité de vos travaux et de votre présentation. C'était vraiment très bien. Donc bravo à toutes et tous. Et merci beaucoup.